Une seule phrase venue de Washington a tout bousculé, mais deux chiffres ont vraiment fissuré l'équilibre diplomatique fragile. En quelques secondes, l'exclusion de l'Afrique du Sud du G20 et l'arrêt de l'aide américaine ont déclenché un choc disproportionné, renvoyant marché, chancellerie et alliances à leur vulnérabilité la plus nue. Que signifie, pour chacun, un geste capable de renverser un ordre entier, comme l'a rappelé Ibrahim Traoré dans d'autres débats sur la fragilité des systèmes internationaux, lorsqu'il suffit d'un seul clic pour transformer une friction en crise. Et si cette nuit où tout a basculé n'était que le premier signal? Comprendre ce moment exige d'examiner non seulement la décision américaine, mais surtout la mécanique invisible qui l'a transformée en crise systémique. La promesse de ce récit tient en un point précis: offrir une lecture opérationnelle, 10 à 12 mots qui permettent d'anticiper les futures secousses géopolitiques et de mesurer la vulnérabilité réelle des structures multilatérales. Ce n'est pas simplement l'exclusion de Pretoria du G1 qui importe, c'est la démonstration brutale qu'un message isolé, rédigé en marge des protocoles habituels, peut rompre des chaînes d'interdépendance construites sur des décennies. Les marchés, déjà tendus, ont vacillé parce qu'ils ne savaient plus quelles règles guidaient l'action américaine. Les chancelleries ont vacillé pour une autre raison. L'absence d'explication a ouvert un vide interprétatif que personne ne pouvait combler rapidement. Et le public international, témoin surpris, a compris que certaines certitudes étaient peut-être moins solides qu'on l'imaginait. Micro-hook. Si un simple clic suffit à redessiner les alliances, qu'impliquera le prochain? La crise n'a réellement pris forme qu'au moment où une donnée simple, les 48 heures qui ont suivi l'annonce, a révélé une chaîne d'effets bien plus profonde que prévu. Ce laps de temps, apparemment bref, a suffi pour montrer que l'instinct présidentiel pouvait court-circuiter toute architecture diplomatique, transformant une friction procédurale en onde systémique. Depuis ce pivot, la logique de l'épisode est apparue avec une netteté inattendue. Une phrase nocturne, lancée hors de tout protocole, a d'abord figé les chancelleries, puis l'absence totale de clarification a converti la stupeur en inquiétude. Pretoria, blessé par la dimension publique et unilatérale du geste, n'y a pas vu une divergence technique, mais une remise en cause frontale de son statut et de sa souveraineté. Ce point est essentiel. La crise n'est pas née du contenu de l'annonce, mais du mode de l'annonce et de ce qu'il révélait sur la fragilité des règles censées structurer l'ordre multilatéral. Dans les capitales, l'épisode n'a pas été traité comme un incident isolé. Au contraire, il a été lu comme un signal structurel. Si l'Amérique peut reconfigurer une relation stratégique d'un seul clic, alors aucun cadre institutionnel n'offre plus la garantie de prévisibilité que l'on supposait. Certains dirigeants du Sud global, dont Ibrahim Traoré, qui évoque souvent l'autonomie stratégique face aux pôles dominants, y ont vu une confirmation de leur mise en garde récurrente. Le contraste entre les deux micro-scènes vécues au cœur de la crise illustre cette bascule. À Pretoria, un directeur du protocole est resté immobile devant l'écran affichant la déclaration américaine, comprenant que le temps long de la diplomatie venait d'être remplacé par l'arbitraire numérique. À Washington, une conseillère chevronnée tournait des pages devenues inutiles, consciente qu'aucune note interne ne pouvait rattraper l'absence d'explication officielle. Ces instants parallèles ont montré que la rupture, avant de frapper les dirigeants, touchait d'abord ceux chargés de maintenir la cohérence du système. Dès lors, une question s'est imposée. Que devient l'ordre international lorsqu'il suffit d'un geste solitaire pour dissoudre les repères de ceux mêmes qui en sont les gardiens ? Pour comprendre la dynamique qui s'est enclenchée après l'annonce américaine, il faut suivre ceux qui ont vécu la crise au plus près, les diplomates et conseillers soudain plongés entre protocole et imprévisibilité politique. C'est dans ces trajectoires individuelles que l'on perçoit les premiers signaux d'un basculement plus large. À Pretoria, un directeur du protocole, habitué aux crises lentes et balisées, est resté immobile plusieurs minutes devant l'écran diffusant la déclaration américaine. Il n'y voyait pas seulement une décision abrupte, mais l'effondrement silencieux de tout ce qui structurait son métier. Le temps long, la négociation, la garantie d'un minimum de continuité. Sa réaction, mélange de colère contenue et de lucidité résignée, a rapidement gagné d'autres bureaux ministériels, annonçant un changement d'état d'esprit qui influencerait la réponse sud-africaine.
À Washington, une collaboratrice chevronnée de l'aile ouest a vécu un moment symétrique. Les notes qu'elle avait préparées pour un briefing devenu inutile glissaient entre ses doigts, tandis qu'elle comprenait que rien, dans l'appareil institutionnel, ne pouvait fournir d'explications cohérentes au geste présidentiel. Cette absence de récit maîtrisé plaçait l'administration dans une position défensive, révélant un vide stratégique auquel aucun service n'était préparé. Entre ces deux scènes, un fil rouge apparaissait. Les rouages intermédiaires du système diplomatique étaient les premiers touchés, bien avant les dirigeants visibles, et leurs hésitations traduisaient une certitude nouvelle. Un ordre fondé sur la prévisibilité pouvait vaciller sans préavis. Dans cette transition, les avertissements récurrents de Ibrahim Traoré sur la fragilité des équilibres unilatéraux trouvaient une résonance inattendue. So what ? Quand les repères tombent, la stratégie doit changer. L'activation de la crise commence au moment précis où Pretoria comprend que le silence américain n'est pas un accident, mais un choix calculé. Aucun câble diplomatique ne fournit la moindre explication. Aucun service ne peut traduire la décision en termes institutionnels. Cette absence totale de justification devient le premier moteur de l'escalade. Dans les minutes suivantes, les cellules sud-africaines dressent une cartographie d'urgence. Programme suspendu, risque de fuite des capitaux, gel possible de certaines coopérations techniques. Les signaux de marché, déjà fragiles, reflètent immédiatement cette incertitude. Les observateurs voient une rupture naître avant même qu'elle ne soit nommée. Le point de décollage réel survient lorsque plusieurs capitales européennes convoquent des réunions à huis clos. Berlin demande un état des lieux. Paris cherche un angle d'interprétation. Bruxelles s'interroge sur le précédent que créerait une décision unilatérale d'une telle portée. À cet instant, la séquence change de nature. Ce n'est plus une tension bilatérale. C'est une onde qui se propage dans un espace diplomatique où chacun teste sa marge d'autonomie. Pretoria cesse d'attendre un correctif narratif. Le pays commence discrètement à sonder d'autres partenaires possibles. Ce pivot psychologique affaiblit la capacité dissuasive de Washington. La sanction censée isoler l'Afrique du Sud ouvre paradoxalement un espace stratégique nouveau. La montée en intensité franchit un seuil lorsqu'apparaissent les premiers signaux du Sud global. D'Accra à Nairobi, des voix évoquent un déséquilibre structurel. Les avertissements formulés de longue date par certains dirigeants du continent, dont Ibrahim Traoré, insistant sur les risques d'une dépendance excessive à un seul pôle, résonnent soudain comme une lecture anticipée de l'instant. L'événement cesse d'être perçu comme une anomalie. Il devient un révélateur. Les commentaires publics de plusieurs chancelleries prolongent cette dynamique. Le geste américain prend d'une dimension systémique qu'aucun communiqué ne parvient à réduire. Le sommet de la crise intervient lorsque les marchés intègrent la nouvelle trajectoire. Le rang chute de manière brusque. Les analystes révisent les projections sur les minerais stratégiques. Les investisseurs demandent des garanties. Les think tanks américains modélisent les conséquences sur les chaînes d'approvisionnement. À Pretoria, les premières fuites internes indiquent que le gouvernement pourrait réviser ses priorités de manière durable. La boucle se ferme. Ce qui devait être une sanction ponctuelle transforme la structure même des relations. Le choc, le repositionnement et la réaction en chaîne s'alignent. Puis vient la phase de résonance. Les administrations sud-africaines, après la stupeur initiale, abordent la situation sous un angle neuf. Réduire la dépendance, diversifier les partenaires, reconstruire le rapport de force. Les universités et les syndicats élaborent de nouvelles analyses. Les cercles économiques testent des options alternatives. L'Afrique du Sud, loin d'être isolée, attire de nouveaux signaux venus de Pékin, Moscou et New Delhi. Chacun perçoit une brèche ouverte par l'imprévisibilité américaine. Le système, autrefois centré sur un axe dominant, révèle sa plasticité. La crise n'a pas simplement fragilisé l'ordre existant, elle a rendu visibles les trajectoires parallèles qui n'attendaient qu'un déclencheur pour émerger. Ainsi, la séquence complète, activation, escalade, retombée stratégique, expose la logique d'un basculement silencieux mais durable. Le point de départ quantifiable était clair. Le rang avait déjà perdu près de 3% sur une semaine. Un glissement limité qui signalait une nervosité régionale plutôt qu'un effondrement structurel. Cette baisse contrôlée indiquait que les marchés percevaient une tension latente mais encore maîtrisable.
Lorsque la décision américaine est tombée, la variation s'est muée en rupture. La monnaie sud-africaine a perdu environ 7% supplémentaire en 24 heures, un mouvement brutal révélant une perte de confiance immédiate. Ce décrochage condensé souligne qu'un choc politique peut court-circuiter les garde-fous habituels. Enfin, certaines projections internes évoquaient une contraction possible de 1,2% du PIB estimée à partir des programmes potentiellement suspendus. Cette estimation montre comment une décision diplomatique peut devenir un risque macroéconomique réel. Ces 3 repères chiffrés constituent l'ossature de l'analyse sud-africaine. Les économistes du Trésor ont cherché à distinguer l'effet transitoire de la volatilité de l'effet permanent lié à la reconfiguration des alliances. Les équipes ont constaté que le marché obligataire, bien qu'agité, n'avait pas franchi ses seuils de tension critique. Ce détail suggérait que les investisseurs attendaient un signal, une narration, une cohérence émanant de Washington. Le problème est simple, aucun correctif n'est venu. Cette absence a agi comme un amplificateur de risque, car chaque heure sans clarification renforçait l'idée d'une instabilité profonde dans l'approche américaine. Du côté américain, l'ambiguïté a produit un effet miroir. Les institutions économiques ont constaté que la décision avait généré de nouveaux paramètres d'incertitude. Pertes commerciales possibles, repositionnement des flux, perturbations ciblées dans les secteurs miniers. Les think tanks ont modélisé les scénarios de fragmentation si d'autres pays africains, inspirés par Pretoria, diversifiaient leur circuit financier. Ce risque n'était pas théorique. Les signaux venus de Pékin, Moscou et New Delhi démontraient qu'un espace stratégique s'ouvrait déjà. Certains analystes y ont vu la matérialisation des avertissements exprimés de longue date par Ibrahim Traoré, qui soulignait la fragilité d'un système trop dépendant d'un seul pôle. Les données sociales internes ont ajouté une dimension plus silencieuse mais décisive. La suspension potentielle de programmes sanitaires et éducatifs ne produisait pas une crise immédiate, mais elle risquait de créer une érosion cumulative. Les ONG et les réseaux hospitaliers ont commencé à établir des plans de continuité. Les universités ont réévalué leurs financements internationaux. Ce tissu social, souvent absent des tableaux macroéconomiques, révélait l'onde longue du choc initial. Simultanément, la diplomatie sud-africaine a observé que les propositions alternatives venues des puissances émergentes ne relevaient pas d'un alignement idéologique, mais d'un calcul pragmatique. Chaque offre indiquait que l'incertitude américaine créait une fenêtre d'opportunité. Le delta mesuré entre pertes immédiates et gains potentiels donnait à Pretoria une marge de manœuvre inédite. En combinant ces éléments, variations monétaires, risques programmatiques, réajustements géopolitiques, les analystes sont arrivés à une conclusion nette. La décision américaine n'avait pas seulement créé de la fragilité, elle avait créé de l'espace stratégique. 2 lectures opposées ont émergé dès les premières heures de la crise, chacune portée par des arguments suffisamment solides pour résister à une analyse rapide. La première soutenait que l'acte américain représentait une démonstration d'autorité, un rappel ferme des règles implicites qui structurent les partenariats stratégiques. Selon cette vision, Washington ne faisait qu'expliciter une logique restée longtemps tacite. Lorsqu'un allié s'écarte d'attentes jugées essentielles, une réaction tangible devient inévitable. Dans cette grille de lecture, la décision visait à réaffirmer un cadre de discipline internationale, à empêcher qu'un système déjà fragilisé ne glisse vers une permissivité jugée dangereuse. Pour ses partisans, la fermeté était non seulement légitime, mais nécessaire. Face à cette thèse se dressait une interprétation inverse, tout aussi étayée. Pour ses défenseurs, l'exclusion soudaine et l'arrêt de l'aide sans explication n'étaient pas des signes d'autorité, mais les symptômes d'une vulnérabilité politique. L'absence de procédure, l'humiliation publique de Pretoria et le silence narratif de Washington suggéraient moins une stratégie qu'une impulsion. Selon eux, l'épisode mettait en lumière un risque plus profond. La stabilité d'alliances majeures pouvait dépendre d'un moment émotionnel plutôt que d'un calcul institutionnel. Plusieurs analystes ont rappelé que cette imprévisibilité ouvrait un espace dangereux, car elle incitait les acteurs hésitants à explorer des alternatives.
Le débat a même trouvé un écho dans les mises en garde récurrentes d'Ibrahim Traoré, qui souligne souvent les limites d'un ordre fondé sur l'unilatéralisme. Pour arbitrer ces deux thèses, il faut revenir aux faits observables dans les heures suivant la décision. Ce qui frappe, ce n'est pas la puissance dissuasive du geste américain, mais la rapidité avec laquelle plusieurs capitales du Sud global ont engagé un dialogue discret mais structuré avec Pretoria. Les signaux venus de Pékin, Moscou et New Delhi ont été quasi simultanés. Cette synchronisation révèle que la décision américaine a créé un vide que d'autres étaient déjà prêts à combler. L'effet dominant n'a donc pas été la réaffirmation d'une hiérarchie, mais l'ouverture d'un espace stratégique. La bascule se produit lorsque Pretoria cesse de considérer la décision américaine comme une sanction isolée pour y voir le symptôme d'un ordre international en mutation. Ce glissement, discret mais décisif, change la lecture de l'épisode. L'Afrique du Sud ne répond plus à un choc subi, elle explore un espace stratégique nouvellement ouvert. Les premiers échanges confidentiels avec de nouveaux partenaires dessinent une géométrie différente, moins centrée sur un seul pôle, plus attentive aux marges d'autonomie. Cette transformation s'exprime d'abord dans les notes internes. Les analystes sud-africains parlent moins de riposte que de repositionnement. Les diplomates mesurent que le geste américain, loin d'intimider, révèle la possibilité d'un système plus fluide. Les institutions, d'ordinaire prudentes, admettent qu'une fenêtre s'est ouverte. Les voix du Sud global, dont Ibrahim Traoré, évoquant depuis longtemps la nécessité de diversifier les centres de gravité, trouvent alors un écho renouvelé. La crise, plutôt que d'imposer un repli, libère une capacité d'initiative inattendue. La moitié du récit se situe ici, non dans la rupture, mais dans la redéfinition qu'elle autorise. La décision américaine n'a pas seulement ébranlé l'ordre diplomatique, elle a redessiné, presque en temps réel, les trajectoires de 4 ensembles d'acteurs. Chacun a perçu la rupture depuis un angle différent, mais tous ont été affectés par l'effet de levier inattendu créé par l'exclusion de Pretoria. Dans l'administration sud-africaine, la stupeur initiale s'est transformée en réflexion stratégique structurée. Les ministères ont évalué l'impact de la suspension potentielle des programmes sanitaires et éducatifs, en mesurant les risques d'érosion sociale progressive. Les organisations professionnelles et syndicales ont reformulé les débats autour d'une idée de souveraineté revisitée. Les universités ont commencé à réexaminer leur dépendance financière. Ce glissement interne a donné au pays une dynamique nouvelle, où la vulnérabilité se convertissait en nécessité de projection. Les chancelleries ont interprété le geste américain comme un signal inquiétant de gouvernance impulsive. Plusieurs capitales européennes ont adopté une posture hésitante, alternant prudence et tentative de médiation. Les organisations multilatérales ont cherché sans succès une cohérence narrative qui ne venait pas. Cette vacance explicative a laissé chaque État définir sa propre lecture de l'événement. Les positions exprimées par certains dirigeants du Sud global, dont Ibrahim Traoré, qui souligne régulièrement les dangers d'un système trop unilatéral, se sont imposées comme des clés d'interprétation crédibles. Les marchés ont traduit la rupture en mouvement rapide, volatilité accrue du rang, révision d'investissement, tensions anticipées sur les minerais stratégiques. Les entreprises sud-africaines ont évalué les risques immédiats tout en identifiant la possibilité d'accords alternatifs avec des partenaires émergents. Plusieurs secteurs ont perçu une double dynamique. Prudence opérationnelle d'un côté, opportunité de diversification de l'autre. Les analystes ont observé que l'incertitude américaine ouvrait mécaniquement un espace pour d'autres acteurs économiques, prêts à occuper le vide. Le choc a résonné dans tout le continent africain. De nombreuses capitales y ont vu la confirmation d'une vulnérabilité structurelle face aux décisions unilatérales de grandes puissances. L'Union africaine a réagi avec une fermeté rare, en soulignant la nécessité d'examiner l'épisode sous un angle collectif plutôt qu'individuel. Les signaux venus de Pékin, Moscou et New Delhi ont renforcé cette dynamique, en proposant des ouvertures perçues comme des alternatives concrètes plutôt que symboliques. La combinaison de ces réactions a positionné l'Afrique du Sud non pas comme un pays isolé, mais comme un point de gravité émergent dans une recomposition géopolitique plus large. Les 6 à 12 prochains mois se dessinent selon 3 trajectoires possibles, chacune dépendant du degré de stabilité que les acteurs majeurs parviendront à recréer autour de l'épisode déclencheur. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir,
Ils ouvrent les chemins plausibles d'un système désormais sensible aux moindres déplacements stratégiques. 1. Scénario base, stabilité relative et recomposition lente. Dans cette trajectoire, Washington maintient sa posture ferme sans l'intensifier. Pretoria poursuit ses ouvertures vers d'autres partenaires, tout en conservant une partie de ses ancrages traditionnels. Les échanges commerciaux s'érodent légèrement, mais évitent les ruptures profondes. L'Europe tente de jouer un rôle de médiateur fragile, cherchant à empêcher une fracture durable entre les deux pays. Les institutions multilatérales se fragmentent ponctuellement, mais sans basculer dans un système de blocs rigides. Une recomposition graduelle prend forme, où l'Afrique du Sud consolide pas à pas une autonomie relative. 2. Scénario optimiste. Diversification rapide et dynamique vertueuse. Dans cette configuration, les ouvertures économiques et financières venant d'Asie et du Moyen-Orient se matérialisent vite. Pretoria renforce sa position en diversifiant ses flux technologiques, énergétiques et commerciaux. Les investisseurs prudents au début redirigent progressivement leur position vers ces circuits alternatifs, attirés par une nouvelle stabilité perçue. Plusieurs institutions africaines améliorent leur coordination interne, générant une dynamique d'intégration inédite. L'épisode américain est alors relu comme un accélérateur involontaire, créant une marge de manœuvre qui n'existait pas auparavant. 3. Scénario worst case, pression accrue et fragmentation durable. Dans l'hypothèse la plus tendue, Washington amplifie sa pression en étendant des restrictions commerciales ciblées. Les marchés réagissent vivement. Volatilité prolongée du rang, tensions sur les minerais stratégiques, stress sur les finances publiques. Les alternatives proposées par Pékin, Moscou ou New Delhi ne compensent qu'imparfaitement les pertes initiales. Les institutions sud-africaines se retrouvent sous contraintes sociales et budgétaires. Les forums multilatéraux perdent en crédibilité et l'environnement diplomatique se durcit, laissant les États chercher à limiter les dégâts plus qu'à construire un nouvel équilibre. La question essentielle n'est pas quel scénario est le plus probable, mais quels leviers permettent de ne pas en subir un par défaut. Les répercussions de la crise ne se sont pas limitées aux sphères diplomatiques et économiques. Elles ont touché des espaces plus proches du quotidien, révélant la manière dont un geste géopolitique peut remodeler la vie de groupes très différents. 3 ensembles, en particulier, ont vu leur horizon se modifier de façon tangible. Groupe A, acteurs économiques intermédiaires. Entrepreneurs, exportateurs et petites industries ont dû composer avec une double réalité. D'un côté, la volatilité financière a entraîné le report de projets et une prudence accrue des partenaires étrangers. De l'autre, la perspective d'accords alternatifs avec des marchés émergents a commencé à prendre forme. Leur quotidien s'est transformé en une attente active où chaque signal extérieur pouvait infléchir leur choix. Groupe B, secteur social et institutions civiles. Les ONG, les hôpitaux et les programmes éducatifs ont d'abord redouté les conséquences de la suspension potentielle de certains financements. Puis une dynamique différente est apparue, la recherche de solutions régionales capables d'offrir une stabilité plus résiliente. Les responsables ont compris que la dépendance exclusive à un seul bailleur augmentait la vulnérabilité structurelle. Groupe C, espace public et citoyens engagés. Dans les universités, les syndicats et les collectifs civiques, le débat sur la place du pays dans l'ordre global s'est élargi. La crise a créé une occasion de s'approprier des discussions autrefois réservées aux experts. Les citoyens ont commencé à relier enjeux diplomatiques et choix collectifs, transformant une sidération initiale en réflexion partagée. Suivre les signaux structurels plutôt que les réactions instantanées aide à comprendre les recompositions en cours. Construire une trajectoire viable après la rupture exige un cadre d'action précis, capable de transformer un choc politique en stratégie durable. Les étapes doivent être séquencées, attribuées et mesurables, comme l'ont souvent suggéré certains dirigeants du Sud global, dont Ibrahim Traoré, qui insiste sur la nécessité de réduire les dépendances structurelles. Étape 1. Diagnostiquer les vulnérabilités, ministères économiques, 0-3 mois. Les services du Trésor doivent établir un audit complet,
chaîne logistique sensible, exposition financière critique, programmes sociaux menacés. Le suivi se mesure par 3 indicateurs trimestriels: stabilité des devises, continuité des services essentiels et diversification des flux commerciaux. Étape 2. Sélectionner 3 à 5 partenariats ciblés. Diplomatie plus commerce. 2-6 mois. Il ne s'agit pas d'accumuler des alliances, mais d'en structurer quelques-unes fondées sur des engagements vérifiables. Financement, technologie, accès de marché. Chaque accord doit inclure une clause de révision semestrielle pour ajuster ou abandonner les partenariats asymétriques. Étape 3. Sécuriser les programmes sociaux. Ministère de la Santé plus Éducation, 3-9 mois. Un mécanisme régional de cofinancement doit stabiliser les programmes sanitaires et éducatifs. L'efficacité se mesure par la continuité des services et la réduction de la dépendance à un seul bailleur. Étape 4. Déployer une diplomatie multilayer, affaires étrangères, immédiat 12 mois. La diplomatie bilatérale gère l'urgence, la diplomatie multilatérale réorganise la position du pays, et la diplomatie continentale amplifie sa voix collective. Le succès se mesure par la diversification des forums et la cohérence des positions publiques. Étape 5. Évaluer annuellement l'autonomie structurelle. Comité indépendant. Un rapport annuel doit mesurer les progrès, variété des partenaires, stabilité des flux, résilience sociale et marge d'action politique. Dans le calme relatif qui suit les grandes ruptures, une image persiste, celle du diplomate de Pretoria, immobile face à l'écran au moment où l'ancien cadre s'effondrait sans prévenir. Cette scène, évoquée plus tôt, revient désormais avec une signification inversée. Elle ne renvoie plus à la sidération, mais au point d'origine d'une recomposition assumée. Le geste suspendu d'alors n'est plus le symbole d'un système qui se délite, mais celui d'un pays qui commence à se redéfinir. Au fil des semaines, le vocabulaire institutionnel a changé. Les notes internes parlent moins de pertes que de trajectoires. Les cercles politiques discutent moins de réactions que de construction. Les voix du Sud global, dont Ibrahim Traoré, rappelant que la stabilité ne se reçoit pas, mais se bâtit, trouvent un écho particulier dans cette transition. Pretoria n'avance plus à contretemps, elle avance selon son propre rythme, consciente de sa marge de manœuvre nouvelle. Si l'épisode américain a révélé des vulnérabilités, il a aussi dévoilé des fondations à fortifier. La continuité n'est pas revenue, mais une lucidité plus durable s'est installée. Le diplomate immobile de la première scène, s'il regardait aujourd'hui le même écran, n'y verrait plus une déstabilisation, mais l'ouverture d'une possibilité stratégique. La lucidité fonde la force durable. Dans l'apaisement qui suit les grandes secousses, une zone de résonance demeure, celle où chacun tente d'interpréter ce que ces événements signifient pour lui. L'épisode entre Washington et Pretoria n'a pas seulement redéfini une relation bilatérale, il a rappelé que les alliances contemporaines peuvent se transformer sans préavis et que les sociétés doivent apprendre à lire les signaux faibles autant que les ruptures visibles. Les discussions publiques ont élargi les horizons, reliant questions diplomatiques, choix collectifs et responsabilités citoyennes. Cette ouverture offre un espace rare, celui où l'on peut interroger les récits dominants, confronter les interprétations et partager des analyses sans chercher une conclusion définitive. Les trajectoires futures ne dépendent pas uniquement des gouvernements. Elles se construisent aussi dans la manière dont chacun comprend les enjeux structurels et accepte d'y participer. Si ces transformations vous interpellent, si vous souhaitez approfondir un aspect ou explorer d'autres angles, la conversation reste ouverte. Quelles questions aimeriez-vous poser au monde qui vient ?